Chers internautes et chers téléspectateurs, nous avons décidé aujourd'hui de commencer une série d'émissions pour vous parler de l'affaire des disparus du beach de Brazzaville. Pour ceux qui ont entendu parler de l'affaire des disparus du beach de Brazzaville, c'est une affaire qui y a fait couler beaucoup d'encre au Congo-Brazzaville en mai 1999 parce que certaines organisations de défense des droits de l'homme et une association des familles et membres des disparus ont parlé de plus de 353 personnes disparues au beach de Brazzaville. Le but de ce profil aujourd'hui nommé Affaire des disparus du beach pour les nuls est de vous donner les bases nécessaires pouvant vous aider à construire vos propres réponses après avoir compris l'organisation des opérations de rapatriement de réfugiés qui s'étaient tenues sous la houlette du HCR, donc le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, entre avril et juin 1999. Je disais tantôt que sous la houlette du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, le réfugié congolais qui était en RDC avait été rapatrié au Congo-Brazzaville par le beach de Brazzaville en provenance de la RDC, donc de Kinshasa. Et plusieurs d'entre vous ont ouï entendre qu'il y aurait eu plusieurs disparitions au beach de Brazzaville à l'arrivée de ces réfugiés. Mais ce que nous avons remarqué depuis plus de 15 ans que nous sommes dans cette histoire, c'est que les politiciens congolais ou les citoyens congolais lambda ont du mal à saisir cette affaire dans son organisation à partir de la RDC. Je voudrais d'abord vous faire noter que l'affaire des disparus du beach, dans son ensemble, ne repose que sur les déclarations et les témoignages des parents. En ce qui concerne le procès de Brazzaville, bien évidemment, parce que vous savez bien qu'il y a eu un procès en juillet 2005 à Brazzaville. C'était les parents de victimes qui sont venus au procès pour expliquer dans quelles conditions leurs enfants avaient disparu. Et aujourd'hui, nous avons une autre procédure devant les cours et tribunaux français avec des parties civiles comme Organisation non gouvernementale des droits de l'homme, notamment la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, la Ligue française des droits de l'homme, Survie France et une association de parents ou des proches de victimes. Je suis membre d'une ONG de défense des droits de l'homme en RDC dénommée ANADEM. Nous avons commencé à enquêter sur cette affaire depuis février 2002 et aujourd'hui nous pensons que nous sommes quand même à mesure de donner notre point de vue sur cette affaire et surtout que nous avons été entendus par la justice française à plusieurs reprises dans ses investigations autour de cette affaire. C'est quoi l'affaire des disparus du beach? Je voulais suivre successivement Maître Philippe Missamou, qui est un des avocats des parties civiles en France, le colonel Tonga, qui est le président de l'association des parents de victimes en France, et puis Maître Patrick Baudouin, qui est un des avocats des parties civiles. Et en 1999, c'était lui qui était le président de l'exercice de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme. Donc, une composante des parties civiles aujourd'hui dans la procédure judiciaire en France. Au cas où il y aurait des familles qui auraient perdu pratiquement, des personnes qui auraient disparu totalement, des familles entières, au cas où l'État congolais arrivait à payer, à indemniser ces personnes, à qui verserait-on cet argent de ces personnes qui n'auraient plus... Alors, à ma connaissance, ce n'est pas le cas, si vous voulez, parce qu'on n'est pas en présence de massacres tels qu'on peut en connaître, où vous avez des familles entières, effectivement, qui font l'objet d'un massacre. Là, il y a eu une sorte de sélectivité au niveau des personnes qui ont été interpellées et qui ont été ensuite exécutées. Mais il y a pas ça ne visait pas des familles.
Ça visait d'abord le plus souvent, par exemple, lors du retour des réfugiés, les personnes âgées, les femmes, les enfants ont été relâchés. Donc les seules personnes qui ont été maintenues, qui ont été gardées et pour certaines d'entre elles exécutées, ce sont des hommes qui étaient d'âge compris entre 15 ans et 50 ans peut-être. Donc ce ne sont pas des familles a priori. Donc il subsiste des familles. Il subsiste des familles qui sont là pour percevoir les indemnités pour les personnes qui ont été exécutées. Et quel a été l'apport du HCR dans ces enquêtes que vous avez eu à mener? Alors, lorsque l'instruction a été suspendue du fait de toute une série de péripéties, aussi bien judiciaires que politiques, c'est-à-dire au printemps 2004, elle va reprendre encore une fois, elle a été suspendue du fait de toutes ces péripéties. Le juge d'instruction souhaitait approfondir ses investigations auprès du HCR. Car il est vrai que le HCR, ça a été dit d'ailleurs dans certains articles de presse, a priori un comportement qui peut un peu surprendre. Pourquoi? Parce que il y avait une sorte d'accord tripartite pour le retour des réfugiés. Une sorte, mais il y a eu vraiment un accord tripartite qui a été signé le 10 avril 1999. Tout à fait, qui a été signé, et y compris avec le HCR, partie prenante. Donc entre la partie Congo-Brazzaville, la partie RDC et le HCR. Et le HCR était chargé de superviser ce retour des réfugiés. Il était chargé en particulier de tenir des listes, et donc de s'assurer qu'il y avait des listes de départ et des listes d'arrivée, et que l'on retrouvait les gens vivants à l'arrivée, et non pas disparus. Et le HCR, mais là, encore une fois, a priori, moi je pense qu'effectivement, ça je ne le cache pas, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai demandé ces investigations au juge d'instruction, je pense que le HCR a failli, et gravement failli. Mais maintenant, nous étions au stade de l'instruction où le juge devait précisément compléter son enquête sur ce point. Donc je souhaite qu'il la reprenne à ce stade. Parce que quand vous dites que le HCR a failli, j'aimerais bien savoir à quel niveau, dans la mesure où le HCR a fait signer ce qu'ils ont appelé les déclarations de bonne foi, et aussi en dehors de ces déclarations de bonne foi, il y a eu aussi les manifestes sur lesquels on retrouvait les noms des différentes personnes qui étaient appelées à voyager ou qui volontairement avaient pris la décision de repartir sur Brazzaville. Alors à quel niveau le HCR a-t-il failli à sa mission? Je pense que c'est ce que l'instruction devrait déterminer. C'est pour ça que je reste, vous l'avez constaté, prudent dans le propos. Je pense, qu'est-ce qui m'amène à être a priori sévère? C'est tout simplement que quand un organisme international, comme le HCR, cautionne, avalise, donne une sorte de garantie à une opération de rapatriement de réfugiés, on est quand même présumé qu'il y a une responsabilité de cet organisme si l'opération échoue et tourne à la catastrophe humanitaire ou tourne au massacre. Des populations de certaines villes, de certaines communes de Brazzaville ont été obligés de quitter leur domicile pour se réfugier soit en province, au Congo, Brazzaville, soit au Congo démocratique, et à Kinshasa ou dans les provinces du Congo démocratique. Alors, ce qui est quand même assez important, mais est aussi troublant, c'est quand même l'appel solennel de M. Denis Sassou Nguesso en 1999, appel dans lequel il demande à tous ses concitoyens ayant trouvé refuge ou asile à l'étranger de rentrer au Congo. Et en ce qui concerne notamment les personnes qui vont périr au port fluvial de Brazzaville, c'est en vertu d'un accord, donc tripartite, entre le Congo démocratique,
et le Congo-Brazzaville, d'une part, le HCR, d'autre part, donc le Haut Commissaire aux réfugiés, au commissariat aux réfugiés, excusez-moi. Bien. Donc c'est dans un cadre conventionnel que cette, on va dire, cette évacuation va avoir lieu. Donc, des personnes qui, au Congo démocratique, étaient elles-mêmes placées sous la protection du Haut Commissariat aux réfugiés, vivant dans des tentes. Donc, ces personnes vont être sensibles à cet appel et aussi accepter le principe notamment de ce retour dans leur pays. Ces personnes ont embarqué dans des bateaux en direction de Brazzaville. Il y avait donc 3 principaux camps. Le camp de Mbanzangungu, le camp de Luozi et un autre camp dont j'ai oublié le nom. Dans ces 3 camps, siégeaient des permanences du HCR, de la Croix-Rouge et de Médecins sans frontières. Ils ont organisé une espèce de logistique. D'abord, pour leur permettre de rester encore là, parce que personne ne voulait revenir sur Brazzaville. Personne ne voulait revenir sur Brazzaville pour une raison bien simple. Le président congolais, M. Denis Sassou Nguesso, avait lancé à plusieurs reprises des appels pour que les populations rentrent à Brazzaville par ce qu'il appelait couloir humanitaire. Mais en réalité, le couloir humanitaire, c'était plutôt des couloirs de la mort. Car quiconque arrivait là, s'il avait la chance, lui, de passer, ses enfants ne pouvaient pas passer. Dès l'âge de 12 ans, 14 ans, ces enfants étaient abattus. Si bien que certains, après avoir assisté à l'assassinat de leurs enfants devant eux, repartaient vers la brousse pour chercher d'autres abris. Donc, les gens ont compris que ça ne servait à rien d'aller sacrifier ses enfants, ça ne servait à rien d'aller faire violer son épouse, ça ne servait à rien de se faire prendre le petit bien qu'on avait réussi à sauvegarder. Et les gens donc ont préféré aller du côté de Kinshasa. Lorsqu'ils sont arrivés donc du côté du Zaïre, ils ont été reçus tels que je disais, et il y a eu au niveau du HCR et de certains milieux quand même une interrogation. Combien de temps ces gens pouvaient rester à Brazzaville, étant donné qu'il y avait, dans les appels du chef de l'État, peut-être un peu de bonne volonté. Alors, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris contact avec le gouvernement de Brazzaville. Le système des Nations Unies a pris contact avec le gouvernement de Brazzaville. Et M. Sassou Nguesso a donné son accord pour que, justement, l'initiative du HCR soit acceptée. Laquelle? Elle consistait à faire de sorte que les Congolais repartent à Brazzaville sous escorte du HCR, soutenu bien sûr par l'ONU et la communauté internationale. Et c'est ce qui s'est passé. Des procédures ont été organisées, des listes ont été confectionnées et un programme avait été mis en place. C'est donc sur la base de ce programme, soutenu par l'accord qui avait été signé par les 3 pays, le gouvernement congolais, le gouvernement de la République démocratique du Congo et le HCR, un texte international paraphé par l'ONU qui donc faisait démarrer cette opération. Les milieux signataires avaient trouvé en la signature du Congo sur cet accord la bonne foi et certainement l'humanisme même tardif de certains dirigeants. Et c'est ce qui s'est fait. Donc sur cette base-là, les gens sont arrivés. Les premiers convois ont commencé au mois de mai.
fin avril, début mai. Partons de toutes ces explications des différentes parties civiles. L'ANADEM, donc l'ONG dans laquelle j'évolue, vous propose une démarche à suivre pour une meilleure compréhension de l'affaire dite des disparus du beach. J'espère que tout le monde a suivi les explications des avocats, des parties civiles. J'aimerais ici vous dire que nous définissons cette démarche pour vous aider à comprendre par vous-même ce que c'est l'affaire des disparus du beach. La première condition que nous avons estimée être plausible pour être considéré comme disparu du beach, la personne supposée ou la personne disparue au beach devrait avoir été en RDC comme réfugié entre avril, mai et juin 1999. La deuxième condition, c'est d'avoir signé individuellement, en groupe ou en famille, la déclaration de bonne foi qui certifiait le caractère volontaire de ce rapatriement. La troisième condition, c'est de figurer dans le manifeste d'embarquement établi par le HCR pour donner la date de départ aux réfugiés à partir de la RDC vers Brazzaville, vers Congo-Brazzaville. Et la quatrième condition, le réfugié qui figurait dans le manifeste devrait répondre présent à l'appel nominal qui était effectué avant la montée de réfugiés dans le bateau par le HCR le jour des départs. Et la cinquième condition, c'est que la date des disparitions de réfugiés devrait correspondre à la date d'embarquement au beach de Kinshasa. J'insiste sur ces détails parce que nous avons réalisé que sur la liste des disparus du beach ou dans certaines déclarations, certains parents ou certains proches des parents ou certaines organisations de défense des droits de l'homme, notamment l'AFIDH, l'OCDH, donnent des dates de disparition à des jours où il n'y avait pas de traversée organisée dans le cadre de l'accord tripartite. Donc, vous comprenez bien que c'est à l'issue de cet accord qu'il avait été décidé que le réfugié devrait rentrer au Congo-Brazzaville. Et les calendriers avaient été établis. Donc, c'est ce qu'on appelait le manifeste d'embarquement. Et ce manifeste existe. Donc, pour vous dire que toute personne supposée disparue au beach de Brazzaville, comme je vous ai dit tout à l'heure, devrait figurer dans ce manifeste d'embarquement aux dates prévues par le HCR. Et non seulement figurer, mais il devait aussi répondre au présent à l'appel nominal qui était effectué le jour du départ à partir du port de Kinshasa. Mais nous avons remarqué que plusieurs personnes supposées disparues au beach, et surtout pour nous qui avons la liste des 353, parce que la plupart d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, n'ont jamais vu cette liste, et pourtant il existe, l'AFIDH là, l'OCDH Brazza là, l'association des parents dispose de cette liste, mais nous avons commencé à critiquer cette liste depuis 2002. Lorsque nous avons obtenu cette liste, nous nous sommes rendus compte que sur les 353 personnes supposées disparues au beach, 316 personnes ne figurent ni dans les déclarations des bonnes foi, ni dans le manifeste d'embarquement au départ de la RDC. Il y a 37 personnes, bien évidemment, qui sont dans le manifeste ou pour certains dans la déclaration des bonnes foi. Et parmi les 37 personnes, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs d'entre eux qui sont en vie et plusieurs d'entre eux aussi qui ont été donnés plusieurs fois disparus à plusieurs endroits par les mêmes organisations de défense des droits de l'homme, en l'occurrence la FIDH et l'OCDH. Alors je vous explique comment est née l'affaire des disparus du beach de Brazzaville. Ça serait prétentieux de vous dire, je vous explique comment l'affaire est née. Ici, j'aimerais vous dire qu'à l'origine de cette affaire, il y a eu 3 associations de exilés politiques congolais qui vivaient en RDC. Ces 3 associations, vous allez vous rendre compte après que toutes les 3 associations
ont été animées par la même personne. Donc pour vous dire que les 3 associations ont été créées par le même individu. Et tous appartenaient, au-delà de leur qualité d'exilés politiques, appartenaient tous au parti politique MCDDI. Ils étaient tous proches de l'ancien Premier ministre Bernard Kolela. Je commencerai par citer ces 3 associations. Il y a eu le Front pour la paix et la démocratie, en sigle FPDD. Il y a eu le Comité de réfugiés exilés congolais de Brazzaville en République du Congo, en sigle CORECOB. Et puis, il y a eu le collectif de réfugiés. Vous allez voir que ces 3 associations, bien qu'ils ont des dénominations différentes, elles ont été toutes créées par les mêmes personnes et animées par les mêmes personnes. Et je vais vous citer quelques animateurs de ces 3 associations, je sais pourquoi, et vous le verrez. Je commencerai par Bandouzi Guy, Batekolo Abel, Bisei Roger, Diop Missamou Narcisse Juste, Kitsadi Joseph, Kodia Savi Christian, Mabela Victor, Pisukidi Louvila, Lenkana Philippe, Okwango Nestor. Et pour vous dire que toutes ces personnalités ou toutes ces personnes dont je viens de citer le nom ont tous été pas des réfugiés comme les autres, mais c'était des exilés politiques. Ils ont quasiment tous eu des statuts de réfugiés politiques accordés par le HCR et les gouvernements de la RDC. Et ils ont toujours milité en RDC contre le pouvoir en place, ce qui est tout à fait normal. Mais le but de la création de ces 3 associations, c'était de défendre les intérêts de réfugiés congolais qui étaient en RDC. Et vous comprendrez que cela n'a pas été le cas. Je vais vous montrer quelques correspondances où vous allez retrouver quasiment ces personnalités que je viens de vous citer, animateurs des 3 associations s'adressant aux institutions internationales des défenses des droits de l'homme à partir de la RDC. En 1999, en 2000, en 2002, en 2003, ainsi de suite. C'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre eux ont été réinstallés dans d'autres pays par le HCR. Mais en voyant ces courriers, vous allez vous rendre compte comment ils ont réussi à manipuler les ONG des défenses des droits de l'homme à Kinshasa, à Paris et d'autres ailleurs. Parce que vous allez voir que dans cette correspondance, ils ont dû envoyer des rapports à partir de la RDC à la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, à l'Amnesty International et aux Nations Unies, au Haut Commissariat des droits de l'homme des Nations Unies et sans oublier bien évidemment à l'Observatoire congolais de Brazzaville et puis à certaines ONG, notamment nous, en RDC, à Kinshasa. Je voudrais souligner que les dirigeants de ces 3 associations, en avril 1999, à la signature de l'accord tripartite, ils s'étaient tous opposés à la signature de cet accord, prétextant que ce rapatriement était un piège qui leur avait été tendu, car la paix n'était pas encore revenue pour pouvoir rapatrier les réfugiés en République du Congo. Donc ils s'étaient tous opposés. Avant même le retour de réfugiés congolais, dans le cadre de l'accord tripartite, les animateurs de ces 3 associations évoquaient la situation de massacre à large échelle au cas où cet accord devrait être mis en application par les 3 signataires. Et les correspondants de ce que je dis existent. Nous oublions souvent, quand on évoque l'affaire des disparus du Beach, d'évoquer qu'avant même le rapatriement de réfugiés congolais dans leur pays, le 24 avril 1999 dans le cadre de l'accord tripartite,
plusieurs familles de réfugiés qui avaient fui la guerre en 97 à 98 avaient effectué leur propre démarche auprès de l'ambassade du Congo, Brazzaville, à Kinshasa, pour obtenir ce qu'ils appelaient les documents qu'on leur donnait pour pouvoir répartir chez eux. Parce qu'il faut dire que toutes ces personnes, la plupart des gens qui avaient fui la guerre, pour faire tout le pool et puis revenir par le Bas-Congo, arriver à Kinshasa, la majorité n'avait plus leur papier d'identité. Et ils ne pouvaient pas, à partir de la RDC, retourner dans leur pays. Et très souvent, ils allaient à l'ambassade du Congo, Brazzaville, à Kinshasa, solliciter ce qu'on appelait le certificat d'identité et de voyage. C'est un document qui leur permettait de faire des formalités au beach de Kinshasa pour entrer au Congo-Brazzaville. Et en 98 et 99, plusieurs réfugiés, plusieurs familles de réfugiés avaient fait ce parcours, avaient fait ces démarches pour obtenir ce papier et éventuellement rentrer à Brazzaville. Mais comme vous le savez, plusieurs autres aussi, des milliers, étaient restés en RDC. Surtout les ninjas, parce qu'ils avaient besoin qu'il y ait des négociations avant qu'ils ne repartent chez eux. Bon, pas seulement le ninja, des grandes populations qui étaient proches de ces ninjas ou qui s'estimaient ou qui habitaient Bas-Congo, Makele-Kele, parce que bon, il faut reconnaître que pendant la guerre, leurs habitations avaient été détruites et qu'en RDC, ils voulaient bien rentrer, mais il fallait qu'il y ait des négociations pour qu'ils rentrent parce qu'ils n'avaient pas où aller, étant donné que leur maison avait été détruite à Brazzaville par les événements de 97 et 98. Et tout ça faisait qu'il fallait qu'il y ait un accord. Et quand il y a eu cet accord, comment les gens ont commencé à rentrer chez eux. Les gens se poseraient encore la question de savoir comment nous, INONG de Kinshasa, avions-nous fait pour atterrir dans cette affaire des disparus du beach. J'aimerais ici vous dire que nous avons atterri dans cette affaire par un pur hasard. Nous étions en 2002 dans un projet avec l'Amnesty International sur l'enquête qui devait être faite en RDC sur la vie sociale de réfugiés en Afrique centrale, à commencer par la RDC. Et après, deux de nos collègues, au courant de cette enquête, vont tomber sur des jeunes gens supposés disparus, pas à Kinshasa, mais en Banzangungu. Banzangungu, c'est dans le Bas-Congo, à l'intérieur de la RDC. Ils vont tomber sur deux jeunes gens, dont deux réfugiés congolais, qui avaient besoin des militants de droits de l'homme pour poser leurs problèmes de sécurité parce que ces gens étaient menacés par certains agents du HCR et certains responsables politiques du Congo-Brazzaville, qui étaient réfugiés comme eux. Mais ces responsables politiques étaient déjà des exilés politiques. Ces jeunes gens, c'était des anciens ninjas qui n'avaient pas encore les statuts de réfugiés politiques. Et quand ils ont vu nos deux collègues en Banzangungu, ils ont posé leurs problèmes. Les problèmes, c'était quoi? C'est parce qu'ils se sentaient en insécurité, parce que menacés par certains agents du HCR, mais certains membres de leur élite, parmi l'élite du Congo. Quand on parle de l'élite à l'époque, c'est la plupart de ces exilés politiques qui étaient au départ des responsables politiques dans leur pays, au Congo-Brazzaville, qui avaient fui la guerre et qui se sont retrouvés parmi les réfugiés en RDC. Et très souvent, c'était eux qui prenaient les devants quand il fallait négocier les problèmes de réfugiés. Et c'est avec eux que le HCR avait toujours négocié, que certaines institutions internationales passaient toujours par eux pour négocier le problème de réfugiés. Un peu comme le responsable de se réfugier dans leur camp. Et ces deux jeunes gens ont posé le problème. Ils ont dit à nos collègues que c'est depuis mai 1999 qu'ils avaient un problème parce que en 2002, quand mes collègues les avaient rencontrés, ils se disaient être des disparus du beach. On est en 2002. L'affaire des disparus du beach, on est en mai 1999. Ils disaient qu'ils étaient des disparus du beach et qu'ils vivaient en Banzangungu, en RDC. Quelques rares fois, ils venaient à Kinshasa. Mais ils étaient pris en charge par
les responsables politiques qui étaient à Kinshasa. Mes collègues ont voulu savoir ce qui se passait. Ils ont dit, là on est en 2002, ils disaient, c'est depuis 2001, août-septembre 2001, qu'on leur versait plus l'équivalent des 80 000 francs CFA qu'on leur donnait par cette élite politique depuis 1999. Et cet argent leur était versé depuis 1999 pour qu'ils restent dans leur statut des disparus du beach. Et il disait même que certains responsables du HCR étaient au courant et que depuis août-septembre 2001, cet argent ne leur était plus versé. Ce que mes collègues avaient compris en parlant avec ces deux jeunes gens, c'était quoi? C'était que cet argent qu'on leur donnait, l'équivalent de 80 000 francs CFA, depuis mai 1999 jusqu'en août-septembre 2001, cet argent provenait du pouvoir de Brazzaville. Mais il transitait par leur élite politique qui était basée à Kinshasa. Comme eux, ils étaient à Mbanza-Ngungu. Donc, vous pouvez comprendre quelque part que ces deux jeunes gens percevaient de l'argent. Au moins, on a commencé par ces deux jeunes gens. On ne sait pas si les autres disparus qui vivaient en RDC étaient dans la même situation. Mais au moins, ces deux jeunes gens percevaient de l'argent, l'équivalent de 80 000 francs CFA, depuis mai 1999, mais l'argent qui provenait du pouvoir de Brazzaville. Et ils connaissaient bien les noms de personnes qui finançaient cette opération depuis le pouvoir de Brazzaville. Quand ils ont contacté mes collègues, après l'enquête, mes collègues sont revenus à Kinshasa. Et nous, on était à Kinshasa. Lors d'une réunion de l'association, les collègues ont posé le problème de ces deux jeunes gens. Et tout de suite, on a compris, mais nous avons aussi entendu parler de l'affaire des disparus du beach sur le média. Comme par le passé, on a été dans d'autres projets avec la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, et que moi, personnellement, j'avais déjà échangé par le passé de rapports ou de mails avec la coordinatrice pour l'Afrique centrale de l'époque, Isabelle Brachet. Je me suis dit, par rapport à ça, parce que j'ai entendu, et les collègues nous avons déjà entendu, la FIDH évoquer l'affaire des disparus du beach. J'ai envoyé un mail à Isabelle Brachet, qui était coordinatrice pour l'Afrique centrale au niveau de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme à Paris, en lui expliquant, en lui donnant le détail de l'entretien de mes deux collègues avec ces deux jeunes. Et elle, au lieu de réagir par mail, elle a préféré me téléphoner parce qu'elle avait le téléphone. Elle me demandera de ne pas publier ces informations. Et elle a plus insisté sur l'aspect solidarité entre les défenseurs des droits de l'homme qui nous sommes. Pour dire que ce serait indécent de publier ce rapport parce que on était en 2002, elle estimait que quelques mois plus tôt, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et certaines associations de défense des droits de l'homme venaient de déposer plainte en France contre certaines autorités du Congo, Brazzaville, autour de cette affaire. Et que publier cette information pousserait le pouvoir depuis Brazzaville de dire que l'affaire du beach n'a pas existé et que c'est une machination, ce serait un montage. Et puis après, bon, ça c'est ce qu'elle a dit quand elle a fini. Bon, on a compris que la FIDH n'était pas disposée à aider ces deux jeunes gens. Nous avons organisé une autre réunion. Après cette réunion, nous avons décidé de continuer à entretenir des relations avec ces deux jeunes et voir dans quelle mesure on pouvait les aider. Parce que c'est quand même des gens qui étaient en insécurité et qui avaient besoin de l'aide d'une ONG ou de membres des défenseurs des droits de l'homme. Après notre entretien avec Isabelle Brachet, nous nous sommes concertés entre membres de l'ANADEM et nous avions levé l'option de faire quelque chose pour ces deux jeunes gens en essayant de comprendre ce qui s'était réellement passé au beach en mai 1999 pendant le rapatriement de réfugiés congolais dans leur pays, en République du Congo. C'est vrai que cette décision de faire cette démarche, à chercher à comprendre
l'organisation de rapatriement de mai 99 sans avoir l'appui de la Fédération internationale, sans avoir l'appui de la Fédération des ligues, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, dont la FIDH, a sonné un peu comme une désobéissance d'un enfant à son père. C'est-à-dire parce que nous évoluons dans le monde des droits de l'homme, et entre nous, les défenseurs des droits de l'homme, on a quelque part les devoirs de solidarité, mais nous estimons que ce devoir de solidarité est lié à la vérité et que la démarche que la FIDH nous proposait, pour nous, ne rencontrait pas notre adhésion et que nous avons décidé de continuer, de faire seul ou bien de faire cavalier seul dans cette affaire. D'où, à partir de cet instant, la campagne de diabolisation, de dénigrement, orchestrée par l'AFIDH et relayée par plusieurs associations qui lui sont affiliées à Kinshasa et à Brazzaville contre nous. Et aujourd'hui, encore, non seulement ces associations de Kinshasa et de Brazzaville, les 3 associations que nous estimons être à la base ou même qui ont même créé l'affaire des disparus du but, ces associations des exilés politiques qui étaient en RDC, qui collaboraient un moment avec nous et qui ont collaboré avec d'autres ONG de Kinshasa et qui régulièrement envoyaient des rapports à partir de Kinshasa à la FIDH et à l'Amnesty International, vont faire le choix de taper sur notre ONG comme étant une ONG financée par le pouvoir de Brazzaville, parce que nous ne disons pas ce que eux veulent que nous puissions dire au fait. Et comme vous le savez, à cette époque-là, le pouvoir de Brazzaville, dirigé par Denis Sassou Nguesso, avait des problèmes sur le plan politique avec le pouvoir de Kinshasa, parce que en 1999, la RDC et le Congo-Brazzaville sortaient tous les deux de la guerre, et tous les deux se regardaient en chaîne de faïence parce que le pouvoir de Brazzaville estimait que à Kinshasa on héberge les ninjas, et Kinshasa pensait aussi que les ex-phases qui avaient fui la guerre en RDC s'étaient réfugiés à Brazzaville, et que pour le pouvoir de Kinshasa, ces ex-militaires, ex-phases et les militaires de la garde présidentielle de Mobutu travaillaient avec le pouvoir de Brazzaville. Donc tous les deux gouvernements ne s'estimaient pas beaucoup. Et dire de nous qu'on était une ONG financée par le pouvoir de Brazzaville, c'est une situation qui a arrangé le pouvoir de Kinshasa, et surtout que le ministre de l'Intérieur lui-même de la RDC était impliqué. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Théophile Bemba, que nous pensons avec le HCR, chacun à ce niveau, a fait quelque chose pour que l'affaire des disparus du beach puisse exister à cette époque. Parce qu'ils ont soutenu les membres de ces 3 associations, bec et ongle, et ils nous ont mis en insécurité parce qu'ils ont appris qu'il y a une ONG qui était en train d'enquêter sur l'affaire des disparus du beach. Parce qu'il faut relever une chose, que dans notre enquête de cette affaire des disparus du beach, nous allons découvrir aussi que le HCR, dans le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, surestimait le nombre de réfugiés congolais qui étaient en RDC. Et que même en mai 1999, les chiffres que le HCR avait donnés comme étant les chiffres de réfugiés congolais qui étaient rapatriés au Congo-Brazzaville, ce n'était pas le vrai, ce n'était pas le bon. Il a été surestimé. Et que le réfugié congolais qui est encore en RDC, des chiffres qui étaient donnés par le HCR n'étaient pas le bon. Et tout cela, le ministre de l'Intérieur de la RDC, M. Théophile Bemba, était au courant. Parce que ça faisait un business, et pour le ministre de l'Intérieur et pour le HCR. Mais nous, on n'était pas dans cette enquête pour ça. Nous étions dans cette enquête pour l'affaire des disparus du beach de Brazzaville.
depuis un moment quand nous avons découvert ces deux jeunes gens et que nous avons cherché à comprendre comment les opérations de rapatriement avaient été organisées en mai 1999. Mais le problème, c'est que le ministre de l'Intérieur et le HCR ne voulaient pas nous voir évoluer en profondeur dans cette histoire parce qu'ils savaient bien qu'en évoluant sur ce dossier, nous risquerions de tomber sur cette manière de gérer sur le plan social les réfugiés et que le nombre de réfugiés qui étaient donnés n'était pas le bon, que tout avait été surdimensionné. Ce qui fait que toutes les informations qui étaient données sur notre organisation pour dire que nous sommes une ONG espion, nous travaillons pour le pouvoir de Brazzaville, ça arrangeait le ministre de l'Intérieur pour nous mettre en insécurité, éventuellement trouver des motifs pour saisir nos bureaux, arrêter nos membres. Et c'est ce qui a été fait. Comme je le disais, nous avons compris que le ministre de l'Intérieur et le HCR n'étaient pas prêts à nous laisser effectuer notre enquête sur les réfugiés congolais disparus en mai 1999 à partir des informations que nous avions obtenues de ces deux jeunes gens. Mais nous avons quand même décidé, excusez-moi, nous avons quand même décidé de le faire en informant d'autres membres du gouvernement, parce qu'il faut relever une chose. À cette époque, on était à ce qu'on appelait en RDC, à l'époque de 1+4, dont il y avait un président et 4 vice-présidents. Donc tous, ils n'étaient pas de la même obédience politique. On a décidé quand même d'informer certains ministres de l'opposition qui étaient dans le gouvernement, qui n'étaient pas de la même famille politique que le ministre de l'Intérieur, pour leur dire ce que nous pensions faire à l'époque. En novembre 2003, nous avons décidé d'aller plus loin dans nos enquêtes en choisissant d'écrire au ministre de l'Intérieur et certains ministres du gouvernement pour leur dire que notre organisation, donc la NADEM, était décidée d'aller visiter officiellement le camp de Kimaza dans le Bas-Congo. Malgré toutes les menaces des services du ministre de l'Intérieur, la NADEM a continué à travailler sur le dossier des disparus du Beach en choisissant d'informer à chaque étape de sa mission certains ministres du gouvernement sur le résultat de ces enquêtes. Toutes ces correspondances se passent entre 2002, 2003, 2004 et 2005, c'est à l'époque de 1+4. Et après, lorsque nous apprenons que dans le camp de réfugiés congolais des Kimaza, qui était situé dans le Bas-Congo, parce qu'il faut relever que le camp de réfugiés de Kimaza, c'est quand le HCR, en fin 99, début 2000, a fermé tous les camps de réfugiés congolais qui étaient situés à Luozi, Kimpese, Lukala, Banzangungu, Kasangulu. Il a formé un seul camp des Kimaza où tous les réfugiés du Congo de Brazzaville étaient gardés avec les services du ministre de l'Intérieur et puis le HCR, avec comme partenaire social du camp l'Oxfam. C'est l'Oxfam qui s'occupait de frais de scolarité pour les enfants, de la vie au quotidien des réfugiés. Mais c'est après la fermeture de plusieurs camps. Maintenant, lorsque nous avons appris que dans ce camp-là, il y avait plusieurs personnes qui étaient déjà données pour disparues en mai 1999, mais qui continuaient à vivre dans ce camp qui avait été formé en 2000. Mais nous l'apprenons un peu plus tard, entre 2002 et 2003. Nous avons estimé qu'il était de notre devoir d'y aller, parce que comme on était en train de travailler sur le rapport à publier dans le mois ou dans la semaine à venir, donc on a décidé qu'il fallait aller dans ces camps, éventuellement rencontrer les réfugiés, et s'il y avait moyen de filmer le réfugié dans le camp, et parler avec les sages
les sages du camp. Donc les sages, c'était les anciens qui étaient dans le camp, les hommes un peu plus âgés et les femmes un peu plus âgées et tout. Nous avons décidé d'effectuer une mission dans ces camps, tout en sachant que c'était un risque parce que le ministre de l'Intérieur ne le voudrait pas, ne le souhaiterait jamais. Mais nous avons quand même informé le ministre de l'Intérieur avec certains membres du gouvernement pour leur dire que nous avons un travail à faire dans ce camp. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, vous allez comprendre que ça n'a pas été très facile pour nous parce que déjà, au départ, nous avons eu des problèmes avec le ministre de l'Intérieur quand nous avons commencé cette enquête sur l'affaire des disparus du beach. Il n'a jamais voulu que nous travaillions sur ce dossier et tout a été fait pour nous empêcher de le faire. Et maintenant, aller dans le camp, il faut avoir l'autorisation du ministre. Mais nous, tout ce que nous avons fait, c'était informer le ministre que nous avons l'intention d'aller dans le camp, rencontrer le réfugié. Et puis, nous avons aussi la même copie, nous avons réservé copie au HCR et au vice-président et aux 4 vice-présidents qui étaient membres du gouvernement. Et nous avons pris ces risques d'y aller. Mais pour aller dans le camp, nous, déjà depuis plusieurs semaines et plusieurs mois, nous travaillons avec 2 réfugiés congolais qui, eux aussi, sont sur la liste des 353 disparus. Donc, en l'occurrence, Massamba Alain et Kunku Richard. Je ne vais pas dire que c'était nos tops, mais c'était simplement des gens qui acceptaient de dire la vérité parce que, et aussi sont sur la liste des disparus du beach. Et lorsque le HCR et les services du ministre de l'Intérieur, M. Théophile Bemba, apprennent que nous sommes allés dans le camp d'Ekimaza et que nous y avons filmé le réfugié, ils sont fous furieux. Le ministre va confier la mission aux services spéciaux, spécialement à un capitaine qui lui était très fidèle, de mettre la main sur les membres de notre association et saisir nos bureaux pour éventuellement récupérer toutes les images des témoignages des réfugiés qui auraient parlé devant notre caméra. Et surtout récupérer la liste de réfugiés qui habitaient dans le camp, parce que cette liste démontrait réellement que le HCR avait volontairement gonflé les nombres de réfugiés habitant le camp de Kimaza. Donc, les 2 réfugiés qui avaient travaillé avec nous, qui nous ont aidés, qui nous ont fourni des informations depuis plusieurs semaines, je disais Massamba Alain et Kunku Richard, et c'est eux avec les autres, parce qu'ils nous avaient présenté les autres quand nous sommes arrivés à Mbadzangungu avant d'aller à Kimaza. C'est eux qui nous avaient aidés à pénétrer dans le camp des Kimaza, vont être arrêtés après notre passage dans le camp et ramenés. Normalement, ces 2 réfugiés vivaient à Mbadzangungu, ce n'étaient pas des gens qui vivaient à Kinshasa. Mais le HCR et le ministre de l'Intérieur vont choisir de le ramener à Kinshasa parce qu'ils sont à la recherche des membres de l'ANADEM qui étaient dans le camp, qui ont filmé, qui ont obtenu la liste exhaustive de réfugiés qui étaient dans le camp. Et éventuellement, ils craignaient aussi parce qu'une fois que nous avons obtenu cette liste de réfugiés, ils savaient bien que les nombres de réfugiés congolais qui étaient dans le camp, ce n'était pas le nombre qui avait toujours été évoqué à Kinshasa, à Genève et à New York. Tout était multiplié par 5 ou par 10 par rapport au nombre, parce que nous, on a trouvé 517 familles qui représentaient à peu près 1035 individus, mais nous entendions sur le média, surtout le média à l'époque, il y avait plus de 50 000 réfugiés dans ce camp. Donc c'était déjà un problème, mais nous, on n'était pas là pour ça. Mais au moins, on l'a découvert, c'est une réalité que nous avons découverte sur le terrain. Et le ministre de l'Intérieur, qui était des mèches avec le HCR, a pris ces problèmes pour lui et il a confié les dossiers à un capitaine des services spéciaux pour mettre la main sur nous et pouvoir récupérer
les témoignages consignés dans nos cassettes par le réfugié. Et voilà. Quand ils vont choisir, parce qu'après ils vont mener des enquêtes, ils vont comprendre qu'il y a eu des réfugiés qui nous étaient très proches, donc Massamba Alain et Konko Richard, les deux sont des disparus du beach, mais qui collaborent avec nous, ils vont mettre la main sur eux, et ils vont le ramener à Kinshasa, de Mbandangungu à Kinshasa, et ils vont réussir à les retourner. À les retourner contre nous, bien évidemment, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui leur avait été proposé, parce que comme ces deux réfugiés étaient proches de notre collègue Émile Bossoukou, qui était les chefs des services d'investigation au sein de l'ANADEM, ils vont piéger notre collègue quelques jours après. Ils vont lui dire « Oui, mais nous sommes à Kinshasa, si on peut se voir. » Mais de toute façon, à cette époque, on savait dire qu'on était recherché, mais bon, on ne pouvait pas soupçonner que ces deux jeunes gens pouvaient être à ce niveau-là retournés contre nous. Et l'ami, moi, je n'étais plus, à cette époque, je ne suis plus en RDC. J'ai voyagé, je suis sorti. Et mon collègue, Émile Bossoukou, quand il reçoit les coups de fil de ces deux réfugiés, parce qu'il n'était même plus chez lui, depuis qu'on a quitté le camp de Kimaza au mois de début décembre 2013, parce qu'on était dans le camp fin novembre, et puis on a fini notre mission 3-4 jours après. Début décembre 2003. Il a fait confiance aux deux réfugiés parce que c'est eux qui ont travaillé avec nous, mais ne sachant pas qu'ils ont été retournés par le service spécial du ministre de l'Intérieur. Il va au rendez-vous et c'est là qu'il sera pris. Quand on va le prendre, il sera maltraité. On va l'amener chez lui à la maison, on va fouiller sa maison, et en fouillant sa maison, ils vont trouver une cassette vidéo, et dans cette cassette, il y avait des réfugiés congolais qui étaient donnés pour disparus depuis 1999, qui témoignaient dans cette cassette. Et ils vont l'amener au service spéciaux à Kinmazière, au rond-point Kinmazière, où on va le torturer. Il a eu un problème à la tête et à l'œil à cause de ces tortures-là. Il va rester plusieurs semaines incarcéré. Il n'avait pas le droit de visite ni de sa famille ni de personne. Et pendant ce temps, tous les membres de l'ANADEM sont dans la nature parce qu'ils sont en clandestinité. Émile Bossoukou va subir des tortures ignobles imposées par les services spéciaux sur ordre du ministre de l'Intérieur. Et au même moment, pour vous dire que tout a été organisé, quand on arrête Émile Bossoukou, ce qui va arriver, c'est quoi? Les lendemains, RFI va en parler, mais ce n'est pas l'information qu'il va donner. Il va dire qu'il y a des activistes des droits de l'homme financés par le pouvoir de Brazzaville qui ont été arrêtés. On a dit financés par Denis Sassou Nguesso qui ont été arrêtés en train de faire des montages pour faire passer des réfugiés vivants pour des réfugiés disparus au beach. Ça, c'est ce que RFI dit. L'AFP dit la même chose. Et puis, quelques jours après, il y a un journal, La Rumeur. Vous pouvez voir ici La Rumeur qui reprend. Mais la même information en donnant le détail. Et nous allons comprendre tout ça. Non seulement La Rumeur à Brazzaville, certains journaux de Kinshasa. Donc, pour vous dire que c'était une campagne qui était orchestrée par le HCR et le ministre de l'Intérieur. Ils avaient besoin que le monde entier apprenne qu'on a arrêté des gens qui travaillaient pour le pouvoir de Brazzaville dans l'affaire des disparus du beach. Donc pour eux, l'affaire des disparus du beach est vraie, on a tué des gens et on est en train d'instrumentaliser une ONG à Kinshasa pour faire passer des personnes encore en vie pour des personnes disparues au beach et ainsi donner raison au pouvoir de Brazzaville qui continue à nier le fait. Et pendant ce temps, comme vous le savez, nous sommes déboussolés parce que nos bureaux ont été saisis et scellés par le ministre de l'Intérieur jusqu'à nouvel ordre. Ils ont fouillé, ils ont emporté les ordinateurs, ils ont emporté le document. Notre collègue est sous le verrou. Mais ce qui est dans l'air campagne, ce qui est bizarre dans tout ça, moi qui n'étais plus en RDC, on va citer mon nom sur RFI que j'ai été arrêté en compagnie de mon collègue.
l'AFP va dire la même chose, les journaux de Brazzaville diront la même chose, les journaux de Kinshasa diront la même chose. Et pourtant, je n'étais plus là. Bon, moi, j'ai suivi ça aussi sur les médias étrangers que mon collègue a été arrêté. Et c'est après que je me suis résolu de revenir à Kinshasa parce qu'il fallait bien que je me batte pour la libération de mon collègue. Donc, pour vous dire déjà que c'était de la manipulation, tout ça. On a essayé de désinformer les gens en déformant la vérité parce que nous, on n'a jamais été dans le camp pour faire passer des réfugiés vivants pour des réfugiés disparus. La preuve, ils ont fait une erreur parce que quand nous avons, vous voyez par exemple ce journal La Rumeur de Brazzaville, sur la manchette, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit oui, que l'ANADEM a voulu faire passer Massamba Alain pour Kimbaba Brice Anissi qui est disparu et faire passer Kunku Richard pour Mboukou Dieudonné qui est disparu, qui est réellement disparu au beach. Mais c'est une aberration parce que nous, on savait déjà que sur la liste des 353, Massamba Alain lui-même, il est disparu du beach. Kunku Richard, il est disparu du beach. Nous ne pouvons pas faire de montage pour leur faire passer pour d'autres personnes qui sont disparues et pourtant eux-mêmes aussi sont des disparus du beach. C'est juste de la machination. Ils ont voulu juste désinformer l'opinion en donnant des fausses informations. Mais en réalité, nous, on n'y était pas pour ça. Et puis après, ce que je disais tout à l'heure, quand ils ont arrêté notre collègue, après l'avoir amené chez lui, et qu'ils ont saisi la cassette dans laquelle il y avait le témoignage de réfugiés congolais supposés disparus. Il y en avait une dizaine qui avaient témoigné dans cette cassette. Et après, qu'ils vont publier des fausses informations. C'est vrai que tout de suite, sur le vif, il n'y avait pas possibilité de réagir parce que, comme on le dit, on était sous mandat d'arrêt avec l'ordre du ministre de l'Intérieur, M. Théophile Bemba. Et surtout que notre collègue qui était arrêté, il lui était reproché d'atteinte à la sûreté de l'État, espionnage international au profit d'un État tiers et incitation au soulèvement de réfugiés contre les institutions de la RDC. Donc, notre association, l'ANADEM, va se résoudre, après tout ça, d'adresser un mémorandum au vice-président chargé de la sécurité et de la défense pour dénoncer les attitudes incompréhensibles du ministre de l'Intérieur, qui relevait de ce vice-président, exiger, bien évidemment, une enquête au sujet des réfugiés congolais du camp de Kimaza avec ce mémorandum. Nous avons réservé copie au HCR, vous pouvez le voir, il y a le cachet du HCR et le cachet du ministre de l'Intérieur et plusieurs autres institutions. De toutes les institutions et de toutes les personnalités à qui on avait écrit à l'époque, il y a juste, je crois, le vice-président Zaïd Ngoma qui va réagir par son directeur de cabinet. Et puis, les directeurs du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, il va réagir aussi, qu'il a reçu notre mémo. Et certains ministres du gouvernement vont réagir. Vous pouvez vous-même voir les correspondances. Mais aucune de toutes ces institutions et de toutes ces personnalités n'avait daigné à l'époque nous accompagner dans notre requête en exigeant une enquête dans le camp de Kimaza. Et pourtant, le fait, nous les avons dénoncé dans ce mémo, par exemple, en disant que nous avons trouvé dans le camp de Kimaza, curieusement, plusieurs personnes déjà données pour disparues au but, mais qui y vivaient. Nous avons trouvé aussi, quand nous sommes allés dans le Bas-Congo, qu'il y avait des Congolais de Brazzaville qui étaient morts en RDC, enterrés avec les concours du HCR, mais qui ont été repris dans l'affaire des disparus du beach plusieurs mois après. Et après encore, tout ça, l'ANADEM va écrire à l'Amnesty International pour exiger une enquête internationale en RDC autour de cette affaire. Et vous pouvez vous-même voir cette correspondance adressée à l'Amnesty International
et la réponse de l'amnistie à la NADEM. Donc, pour vous dire que nous avons été transparents dans notre démarche depuis le début, et si nous n'avons jamais voulu rien cacher, comme les autres le présentaient, parce que si nous, on travaillait avec le financement ou avec les soutiens du pouvoir de Brazzaville, on aurait caché tout ça, on n'aurait pas voulu que ça se sache, on n'aurait pas écrit à l'Amnesty International, à la FIDH, aux autres institutions, au HCR ou au vice-président pour leur dire que nous avons trouvé des personnes supposées disparues et que nous sollicitions auprès d'eux une quelconque enquête pour savoir si ce que nous disions était vrai. Et voilà. Nous, depuis toujours, quand nous avons commencé à travailler sur cette affaire et que nous avons découvert énormément de choses, nous pensons que la raison majeure qui empêche à toutes ces ONG parties civiles de publier la liste des 353, c'est parce que nous, la NADEM, depuis que nous sommes tombés dans cette histoire, depuis février 2002, nous avons trouvé dans cette liste des 353 les noms de personnes, les noms de réfugiés congolais qui avaient été réinstallés en janvier 1999 en Afrique de l'Ouest à partir de la RDC par le HCR. Pour ceux qui ne comprennent pas, quand j'ai dit de réfugiés réinstallés à partir de la RDC, c'est-à-dire c'était de réfugiés congolais. Pour la majorité, c'était des ninjas qui avaient fui la guerre du 5 juin 1997, qui trouvaient qu'ils étaient en insécurité en RDC compte tenu, à Kinshasa, compte tenu de la proximité des deux villes, et qu'ils en avaient le droit. Ils ont sollicité auprès du HCR une réinstallation. La réinstallation, c'est un outil de protection que les Nations Unies utilisent pour éloigner le réfugié politique ou les exilés politiques d'un pays hôte qui serait situé proche ou à moins de 4 km de leur pays d'origine. Et c'est ce qui était fait. Ces réfugiés, mais le rapport que nous avons du HCR, de l'intérêt du HCR, il date de janvier 1999. Nous n'avons pas la date exacte où ces réfugiés avaient été réinstallés en Afrique de l'Ouest. Mais au moins, ce rapport date de janvier 1999. Nous pensons qu'ils sont partis un peu plus tôt, donc fin 1998 ou tout au début 1999. Mais ils avaient déjà été réinstallés parce que le rapport est fait par le HCR, par Madame Avognon, qui était administrateur, je ne sais pas, au niveau social du HCR. Le rapport est fait en 1999, avec une liste des gens qui avaient été envoyés en Afrique de l'Ouest. Donc, lorsque nous tombons sous la liste des 353 des disparus du beach, des 353 disparus du beach entre fin 2002 et 2003. Et après, quand nous allons avoir ce rapport, nous allons nous retrouver devant des personnes qui étaient déjà réinstallées, donc envoyées par le HCR en Afrique de l'Ouest pour leur sécurité, comme disparues au beach. Alors on se posait la question, à quel moment de personnes qui étaient déjà envoyées en janvier 1999 en Afrique de l'Ouest sont-ils encore revenus en RDC pour figurer dans le rapatriement et éventuellement disparaître au beach de Brazzaville en mai 1999. Donc 4 mois plus tôt, ils avaient été envoyés en Afrique de l'Ouest avec les moyens des Nations Unies pour leur sécurité, dont le mettre à l'écart en Afrique de l'Ouest. Et le rapatriement, l'accord tripartite a été signé le 10 avril et la première traversée a eu lieu le 24 avril. Donc, nous ne pouvons pas comprendre. Et puis, le problème, c'est que ils ne pouvaient pas en même temps être partis en Afrique de l'Ouest et revenir en mai pour disparaître au beach. Ça, c'est de 1. Ça, c'est une catégorie de personnes que nous avons rencontrées dans la liste des 353. Et puis après, nous allons encore trouver qu'il y avait de réfugiés, comme je disais tout à l'heure, parce qu'il y a eu quand même plusieurs réfugiés congolais, quand ils sont entrés sur le territoire de la RDC en 1999, en quittant le Poul, ils sont entrés par Luozi, par Kipese et par plusieurs villes. Il y en avait qui étaient très affaiblis par maladies, des plusieurs semaines dans la forêt. Et puis, les réfugiés eux-mêmes, certains réfugiés politiques, les exilés politiques, ont condamné l'attitude du HCR d'avoir négligé une prise en charge conséquente à l'époque quand ces réfugiés étaient arrivés et qu'il y en avait plusieurs parmi eux qui étaient décédés et enterrés dans le vieux cimetière en Banzangongo et d'autres même qui avaient été enterrés à
à Luozi, à Kimpese. Ils le savent, ils ont dénoncé ça. Mais curieusement, lorsque nous avons obtenu la liste des disparus du beach, nous allons voir les noms de ces personnes qui étaient mortes en RDC par maladie plusieurs mois avant, qui avaient été reprises sur la liste des disparus du beach. Et après encore, nous allons, dans notre enquête, parce qu'on a compris qu'il fallait aller très loin, nous avons même mené des enquêtes au Congo-Brazzaville, nous avons obtenu le rapport de la Croix-Rouge congolaise et de la Croix-Rouge internationale sur des personnes qui étaient mortes au Congo-Brazzaville, parce que toutes les informations, nous les avions à partir de la RDC par certains réfugiés supposés disparus, des ninjas qui connaissaient, certains ninjas qui étaient morts au Congo-Brazzaville, qui n'avaient pas eu la chance de venir en RDC. Ils se connaissaient, ils savaient bien que telle personne n'était jamais venue en RDC, il n'avait pas fui la guerre, il est mort au Congo-Brazzaville. Mais curieusement, en travaillant avec ces jeunes, ils nous donnaient certains noms de personnes qui étaient mortes au Congo-Brazzaville pendant les événements de 97 et 98, mais qui curieusement avaient été repris sur la liste des disparus du beach de 99. Ce qui fait que nous, dans nos enquêtes, on s'est dit, mais attends, mais pour vérifier cette information, s'il y a une institution à Brazzaville qui a travaillé sur des personnes qui mouraient pendant la guerre ou qui étaient décédées pendant la guerre, et puis après on a dit non, quelqu'un dans nos enquêtes nous a dit non, mais si auprès de la Croix-Rouge, nous pouvons nous procurer les listes de certaines personnes qui étaient décédées pendant la guerre, à Bakongo, à Wende, à Mungali, à Potopoto, et que la Croix-Rouge avait fait ce travail, et c'est ce que nous avons fait. On est tombé on a eu à obtenir, pas tout le rapport de la Croix-Rouge, mais quelques-uns. Et nous avons été surpris de voir que certaines personnes mortes, décédées au Congo-Brazzaville pendant les événements de 97 et 98 ont été reprises sur la liste des 353 disparus. Et puis, à la fin, ce qui va nous surprendre, c'est quoi? C'est parce que tout à l'heure, tout au début, je vous ai dit que l'affaire des disparus du beach ne concerne que le réfugié congolais de Brazza qui avait fui la guerre de 97 et 98 et qui se sont retrouvés sur le territoire de la RDC. Quel que soit le moyen qu'ils avaient pris, mais au moins ils se sont retrouvés en avril, mai, juin 99 en RDC. Et qu'après, quand l'accord a été signé le 10 avril 99, d'abord ils ont été réfugiés en RDC, ils ont signé la déclaration des bonnes foi, ils ont été listés dans le manifeste d'embarquement par le HCR et qu'ils avaient répondu présent à l'appel nominal qui était fait les jours des départs au beach de Kinshasa par le HCR avant de monter dans le bateau. C'est ça la condition. Mais nous allons nous retrouver sur cette liste des 353 disparus que 316 personnes ne sont ni dans les déclarations des bonnes foi, ni dans le manifeste d'embarquement. C'est ce qui nous surprend. Et tout ça, on va essayer d'informer le HCR qui n'a jamais branché, et nous avons informé le ministre des Droits humains de la RDC, les correspondances existent, et le HCR n'a jamais répondu. Et tout ça, ça constituait pour nous, et quand on informe le HCR, ça constituait de menaces. Et je peux vous dire aussi que les chiffres des 353, ce n'est pas l'ANADEM qui invente, c'est quelque chose qui a toujours été dit sur le média par les ONG des défenses des droits de l'homme qui se sont constituées partie civile à Paris. Le colonel Tsonga lui-même le dit partout dans une conférence de presse. Pour illustration, vous pouvez suivre ces vidéos ou ces images où Maître Philippe Nissamou parle du chiffre de 353. Et successivement, vous allez voir aussi que Maître Patrick Baudouin évoque le même chiffre et le colonel Tsonga. Mais personne parmi eux va publier cette liste. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. La liste existe parce que nous l'avons eue. Un mot d'Amnesty International par rapport à cette affaire. À vous la parole. Et il y a eu enfin une mission il y a 2 ans environ, qui a donné lieu également à un rapport qui ne parle pas seulement de ce problème des disparus du beach, mais je me limiterai à cela, qui est intitulé un pays sinistré,
Le titre anglais est Past That Owns the Future, le passé hante le futur, et qui est paru au mois d'avril de l'année dernière maintenant. Je voudrais simplement dire, sans reprendre l'exposé très précis du colonel Twanga, le détail, que les investigations qu'ont pu faire les deux chercheurs du secrétariat international qui sont allés à Brazzaville en 2002 confirment tous ces faits. Et je vois souvent qu'on parle des 353 disparus du beach de Brazzaville. Il faut préciser qu'il s'agit d'un minimum. J'aimerais savoir, hormis ce que l'on peut dire, les déclarations des familles, parce que vos différentes missions ont eu à rencontrer les familles, à discuter avec, en dehors des éléments que vous avez pu avoir de l'OCDH sur place à Brazzaville, quels sont les nouveaux éléments ou les éléments qui peuvent, les informations que vous avez pu avoir qui peuvent nous confirmer la disparition plus ou moins de ces 350 personnes? Écoutez, il y a un élément qui me paraît, alors vraiment, qui me paraît, mais pour nous, comment vous dire, l'argument absolu, l'argument choc, c'est que l'État congolais lui-même le reconnaît. Après avoir nié pendant des années, l'État congolais l'a reconnu même au terme d'un procès qui avait eu ses disparus. Il l'a reconnu. Les collectifs de familles que représente M. Twanga, Oui, dont il est le président et dont vous êtes l'avocat, représentent en fait combien de victimes? Alors, les victimes que nous représentons, c'est près de 250 victimes. 250. Voilà. Et les autres sont représentés par qui? Les autres sont représentés par un avocat qui est au Congo qui s'appelle Maître Nkuka. Oui. Voilà. Ces images où Maître Philippe Nissamou parle du chiffre de 353, et successivement vous allez voir aussi que Maître Patrick Baudouin évoque le même chiffre et le colonel Twanga. Mais personne parmi eux va publier cette liste. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. La liste existe parce que nous l'avons eue. Nous l'avons eue comment? Ce sont les exilés politiques en RDC, à l'époque on travaillait encore avec eux, en 2002 et 2003, qui avaient mis cette liste à notre disposition. Et nous pouvons vous dire que pratiquement tous les noms qui sortent par-ci, par-là dans les journaux à Brazza ou dans certains rapports de la FIDH à Paris sont contenus dans cette liste des 353 personnes. C'est pour ça que nous avons toujours insisté. Et aujourd'hui, c'est le combat de tous. Vous qui voulez connaître la vérité, savoir la vérité, je crois qu'aujourd'hui, nous devrions tous nous battre pour inciter auprès de ces ONG, auprès de ces partis politiques, et de ces ONG et de cette association des familles, des parents qui se sont constitués partie civile à Paris, de publier cette liste dans un des médias. Ce n'est pas compliqué parce que cette liste aujourd'hui, elle ne peut plus être secrète dans la mesure où ces personnes sont considérées comme ayant été exécutés au beach de Brazzaville. Ce ne sont pas des personnes disparues. Vous pouvez suivre vous-même aussi la déclaration de Maître Philippe Nissamou ou de Maître de Patrick Baudouin ou de Twanga lui-même. D'accord. Alors, de prime abord, je m'inscris en faux contre le concept supposé disparu du beach. Je considère que une telle formulation est une profanation de la douleur des parents survivants, donc de ces personnes décédées, et aussi la profanation de la mémoire de ces victimes. De toute façon, il a été démontré que ces personnes disparues n'ont pas réapparu. Par conséquent, elles sont bel et bien portées disparues. Et, à la vérité, elles ont été tuées, sauvagement. Rien ne leur serait fait. Bon, fort de ces assurances prodiguées par radio et télévision par le président Sassou Nguesso, les réfugiés, un bon nombre d'entre eux sont revenus à Brazzaville, et au mois de mai 1999, un certain nombre d'entre eux, malheureusement, ont été
réceptionnés par un comité d'accueil qui n'avait rien de sympathique, ont donc été interpellés, ont subi des traitements désagréables et pour un certain nombre d'entre eux, surtout, ont été exécutés. D'où l'expression du massacre du beach de Brazzaville. Le ministre des Affaires étrangères est présent. Le ministre de l'Intérieur est présent. Le ministre de la Santé, président de la structure congolaise, est présent et signataire du document en question. Les caméras sont présentes, la presse est présente et tout le monde est content, tout le monde est gai. Au point où les exilés même chantent, ils chantent l'hymne national, heureux d'être revenus au Congo. Et le ministre de la Santé qui prend la parole au nom du chef de l'État exprime sa satisfaction de recevoir les compatriotes qui ont souffert 6 mois dans la brousse et qui rentrent après avoir fait confiance à l'appel du chef de l'État. Voilà ce que l'on entend ce jour-là. Et la presse nationale en fait grand écho. Malheureusement, qu'est-ce que nous constatons comme force en présence au niveau du beach de Brazzaville? La police des frontières, habilitée à recevoir dans ce contexte, avait purement et simplement été écartée. Et ce sont les éléments de la garde républicaine du président Denis Sassou Nguesso qui en assuraient les formalités. Les garçons étaient placés sur une rangée, les femmes sur une autre. Et les hommes devaient obligatoirement suivre un couloir où, à l'entrée, ils devaient abandonner tout ce qu'ils portaient comme habit, jusqu'au slip. Je m'en excuse. Parce que on devait regarder l'aspect corporel de l'individu. S'il avait les traces de port de ceinturon ou de sac à dos, et automatiquement ces gens-là étaient écartés. Premier critère. Deuxième critère, il fallait les jeunes et costauds étaient également écartés. Et le tout dans un contexte de liste. Vous savez, dans notre pays, malheureusement, il y a des noms qui ont des consonances régionales bien prouvées. Et sur la base donc de ces critères, on écartait, on les regroupait dans un local et les parents étaient sommés de continuer leur route sans se retourner. Ainsi, non pas seulement le premier jour, mais tout le temps, les choses se sont passées ainsi. Jusqu'au moment où, chaque soir donc, ceux qui avaient été arrêtés étaient chargés dans des véhicules de la garde présidentielle, des véhicules Hilux. Il y avait un grand véhicule, MAN, de la garde présidentielle, qui, pour ceux qui étaient à Brazzaville, ce véhicule portait sur la portière un drapeau, 2 drapeaux plutôt, le drapeau congolais et le drapeau allemand. Donc c'est un don, certainement, à une fondation congolaise, et dont la garde présidentielle s'en était emparée. Ah bon? Et quand ces gens étaient déposés au siège de la garde présidentielle, automatiquement, il leur était signifié qu'ils étaient ninjas. Il leur était signifié qu'ils étaient ninjas, et puisqu'ils étaient ninjas, eh bien, ils devaient mourir. On les appelait les gibiers. Vers 19h, commençaient les exécutions. Ils vous disent que c'est des personnes qui ont été exécutées. Donc ce n'est pas de personnes disparues dont on a l'espoir, pour lesquelles on a l'espoir de le revoir un jour.
et même ils ont des preuves que ces personnes ont été exécutées. Donc ça ne sert à rien de garder les noms secrets. Il faut publier les noms, même si vous ne voulez pas publier les noms de leurs parents, parce que vous pouvez estimer qu'en publiant les noms de leurs parents, comme on le dit souvent, que le pouvoir de Brazzaville va faire pression sur leurs parents, publier la liste de ces disparus et donner à côté de chaque nom sa date de disparition. Comme ça, les gens vont se rendre compte si ils disent vrai ou pas. Je crois que c'est le devoir de chacun de nous aujourd'hui, surtout les Congolais, vous Congolais de Brazzaville qui me suivez en ce moment, essayez de faire pression sur des personnes que vous connaissez, soit des familles des disparus, soit des membres de ces associations ou l'Observatoire congolais de Brazzaville qui est à Brazzaville. Vous pouvez lui demander la liste des 353. C'est des personnes qui ont été exécutées. Donc, ça ne sert à rien de garder cette liste secrète. Sinon, ça continue à créer, à entretenir un mystère qui n'en est pas un. Parce que nous n'avons pas le droit de la publier. Sinon, nous l'avons. Nous n'avons pas le droit de la publier. Nous pouvons publier que les noms qui ont été publiés. Parce que l'affaire aujourd'hui est devant les cours des tribunaux français. Et comme vous le savez, nous ne sommes pas partis au procès dans la procédure à Paris. Sinon, on l'aurait exigé devant les juges pour dire donnez-nous la liste. Mais nous n'avons pas le droit de demander cette liste. J'ai par devers moi un texte de M. Missamou qui dit qu'il se serait déplacé de Kinshasa à Paris pour vous remettre une liste, ou la liste des 353 disparus. Est-ce que vous auriez cette liste avec vous ici? Au cas où vous l'auriez, j'en aurais besoin pour qu'on en fasse de larges échos à Kinshasa, par exemple. Moi, je n'ai pas rencontré M. Diop Missamou en Europe, donc en France précisément, et M. Missamou ne m'a pas apporté une liste. Ce n'est pas à moi en tout cas qu'il a apporté. Moi, la liste que j'ai, c'est le colonel Twanga qui me l'a remise. Voilà. Et qui était déjà dans le dossier d'ailleurs. À la lumière de ce que nous avons dit aujourd'hui, nous venons vous dire, et nous pensons que ce qui arrive aujourd'hui au président Sassou autour de l'affaire des disparus du beach, et ça nous pouvons le confirmer, vu le nombre de preuves à notre disposition, à notre possession, que l'affaire des disparus du beach est un complot géré de l'intérieur depuis son propre camp par certains de ses proches collaborateurs. Et tant qu'il ne le réalisera pas, ceci risquerait un jour de l'emporter parce que ces gens ne lâchent pas depuis plusieurs années aujourd'hui. Et pour ce que nous disons aujourd'hui, nous en avons des preuves. Déjà même certains réfugiés considérés comme disparus du beach ont aussi beaucoup de preuves de ces gens qui les soutenaient depuis Brazzaville, qui envoyaient de l'argent mais qui sont dans le système autour du président. Lorsque nous disons que c'est un complot, cela ne veut pas dire que nous sommes là pour dire que les faits ont existé, mais simplement parce qu'il y a des gens autour de lui qui gèrent l'information et qui font que l'affaire des disparus du beach aujourd'hui est gérée par une clique de gens qui ont des intérêts divergents. Parce que pour eux, pour certains, l'affaire des disparus du beach, c'est un véritable business. Ils peuvent se faire de l'argent dans le système. Pour d'autres, et je peux même dire aussi, parce que bon, pour avoir travaillé dans ce dossier depuis plus de 15 ans, je crois que je peux me permettre quand même, au nom de tous mes collègues, de dire même que même parmi les accusés, aujourd'hui, il y a certains qui ne le sont pas. Qui ne sont pas des accusés, qui ne sont pas réellement des accusés, qui ne sont que des accusés de facettes parce qu'ils servent les intérêts des détracteurs dans cette affaire. Mais ce n'est pas à l'anadème de juger cela, mais nous le disons seulement parce que nous avons constaté ça.
et qu'il est très difficile aujourd'hui, même parmi les accusés, de dire pour une enquête quelconque sur l'affaire des disparus du beach, avec qui on peut parler, parce qu'on ne sait pas qui est qui autour de l'affaire du beach aujourd'hui. Et notre devoir en qualité de défenseur des droits de l'homme est de nous battre pour la manifestation de la vérité. La vérité qui nous oblige à dire ce que nous savons sur l'affaire des disparus du beach après 15 ans d'enquête ininterrompue. 15 ans d'enquête qui nous ont permis de comprendre qui ont été des instigateurs dans cette affaire. 15 ans qui nous ont dévoilé la responsabilité du HCR, le rôle du ministre de l'Intérieur de l'époque en RDC, M. Théophile Bemba, le rôle ambigu de certains proches du président qui se servent de cette affaire pour passer à la vitesse supérieure un jour. Et pour tout ça, nous disons qu'il faut que les gens se battent pour la manifestation de la vérité. Aujourd'hui, c'est une série d'une 50aine d'émissions que nous commençons. Et dans le prochain numéro, certainement, nous évoquerons les manipulations de la FIDH et l'OCDH entre les charniers des Banzandunga et l'affaire des disparus du beach. Et comme il y a une 50aine d'émissions, je crois que vous découvrirez énormément de choses. Et j'espère que vous avez aimé et vous avez surtout, si vous avez compris la démarche que nous avons entreprise pour vous faire comprendre, pour vous donner les éléments d'appréciation qui vous aideraient dans les jours à venir à vous former et à vous construire vous-même autour de l'affaire des disparus du beach. Ainsi, je vous dis pour aujourd'hui merci. La prochaine émission, c'est dans une semaine ou dans quelques jours. Encore une fois, merci beaucoup pour votre attention.